Merci beaucoup en tout cas pour ces mots d'introduction. Je suis très heureux de pouvoir intervenir devant vous et aussi peut-être de partager des retours d'expérience sur une partie qu'on évoque assez peu souvent. Pour une première raison, déjà, il y a peut-être peu d'interpellations. Et deuxièmement, il y a peut-être aussi des choix de communication qui sont faits, qui sont plutôt de la discrétion que de la communication. Donc moi, je voudrais cet après-midi, en transition avec la deuxième partie du programme, faire un petit focus sur des récits opérationnels que j'attribue à un collectif, puisque ne serait-ce qu'à écouter la première table ronde, on voit bien que ces sujets sont complexes, qu'on est forcé d'avancer malgré de nombreuses difficultés et des contraintes, mais la réussite, elle est finalement collective. Et donc, je voudrais juste faire un retour sur une affaire qui est assez symbolique, qui est une belle victoire effectivement pour les services d'enquête qui ont eu la chance de pouvoir la conduire, mais qui doit être pour nous, je pense, aussi le symbole d'une victoire collective, puisque dans ce domaine, dans le domaine de la cybercriminalité, tout n'est pas permis, il n'y a pas d'impunité, et en tout cas, il y a un certain nombre de bonnes volontés qui sont engagées pour que le cybercrime ne paye pas. C'est dans l'autre sens. C'est le gros bouton vert, d'accord. C'est bon, voilà. Je prends un autre mode opératoire. Donc voilà, donc cette première vue me paraît un peu symbolique de ce que je vais vous dire. Donc là, c'est une page que les services d'enquête de la gendarmerie ont mis en place sur le dark web à la suite d'une grosse opération. Ça n'a pas été mis n'importe où, ça a été mis sur un site d'un groupe puissant de rançongiciels. Donc c'est des organisations dédiées et qui chiffrent à votre insu les données, vos données, les systèmes d'information dont vous êtes utilisateur ou responsable. Donc nous avons réussi à s'introduire sur le dark web, sur leur site, et à la place de mettre leur trophée de chasse, d'annoncer les dernières victimes, d'annoncer le compte à rebours avant le paiement d'une rançon, sinon perte irrémédiable des données, mais nous avons pu mettre cette affiche, cette splash page, qui montre que nous avons pris possession de ce nom de domaine. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister à la vue de cette image symbolique, où vous voyez un certain nombre d'insignes de services ou d'organisations internationales qui ont coopéré, c'est pour vous montrer que ce travail est aussi le fruit d'une coopération internationale, partenariale, entre acteurs publics et privés, mais principalement, en l'occurrence, avec des acteurs étatiques, du monde de l'enquête, donc des services d'enquête de police judiciaire, mais aussi des services de la justice, puisque notre action s'inclut dans une démarche judiciaire, donc à un procès. Vous voyez aussi sur cette image un certain nombre d'organes de coopération internationaux. Donc vous avez tout en bas Eurojust, qui est l'organe de coopération des services de justice européens. Vous avez aussi Europol, qui est l'organe de coopération des services policiers. Et vous avez pour la France, je finis pour le meilleur, vous avez pour la France la JUNALCO, tout en haut. Donc la JUNALCO, c'est la juridiction nationale spécialisée sur le crime organisé, qui est une juridiction spécialisée pour l'un de ses départements sur le cybercrime, sur les cyberattaques. Donc précédemment, ça a été dit, parler de cybersécurité, ce n'est pas forcément un métier de spécialiste. Pour autant, lutter contre la cybercriminalité s'adresse quand même à des enquêteurs spécialisés, puisque, vu la sophistication des modes opératoires, la sérialité de ces attaques et la complexité d'organisation qui sont extrêmement discrètes, voire souvent anonymes ou inexistantes d'un point de vue physique, tout cela exige un travail d'investigation extrêmement complexe et qui nécessite une professionnalisation, comme vous pouvez le deviner. Le talent des enquêteurs ou des magistrats n'est pas suffisant. Il repose avant tout sur le point de départ. Le point de départ, c'est une zone chaude, c'est une période de crise dans laquelle, malheureusement, vous êtes trop régulièrement plongé. Pendant que tous les systèmes dysfonctionnent, pendant que les clients, les salariés espèrent un retour rapide à la normale, vous êtes au cœur de ce réacteur avec les entreprises de remédiation, avec l'ANSSI parfois, avec de nombreux prestataires, pour essayer de limiter l'impact de cette attaque, de sauver ce qui peut être sauvé.
Et dans ce moment-là, vous avez autre chose à penser qu'aux suites judiciaires, bien évidemment. Et parfois, vous pouvez vous demander à quoi sert un gendarme dans cette situation qui est déjà suffisamment complexe. Alors, effectivement, ce n'est pas le gendarme qui va faire la procédure de remédiation. Chacun ses spécialités et ses talents. Notre objectif dans cette phase critique pour vous et critique aussi pour nous, c'est d'accéder à ce qu'on appelle dans notre jargon une scène de crime numérique, à récupérer des éléments de compromission, à récupérer des empreintes numériques qu'auraient pu laisser les cybercriminels, de la même manière que parfois des cambrioleurs, malheureusement, laissent des empreintes physiques dans vos domiciles ou dans les entrepôts d'entreprises ou dans les mairies. Ces empreintes numériques, pour nous, sont essentielles puisqu'elles vont nous permettre, dans un premier temps, d'attribuer cette attaque à une organisation criminelle, dont parfois on a déjà des éléments d'enquête. Et deuxièmement, puisque nous intégrons dans une logique judiciaire, ces éléments vont nous permettre aussi d'imputer à quelqu'un un rôle, une responsabilité dans une chaîne qui a conduit au chiffrement de vos systèmes d'information. Sans ces éléments-là, nous ne pouvons pas parvenir à ce résultat-là. Alors, quels sont ces éléments de compromission? C'est toutes sortes de données techniques, de logs de connexion, de cheminement qu'auraient suivi ces malfaiteurs. C'est des adresses IP qui vont nous conduire éventuellement à d'autres installations, à des serveurs par exemple. Ça va être éventuellement aussi des éléments liés au paiement de la rançon, puisqu'effectivement nous sommes dans une extorsion. L'authenticité, la disponibilité, la confidentialité de vos données contre des sommes généralement assez imposantes, payées en cryptoactifs. Tous ces éléments vont ensuite être exploités par les services d'enquête, vont être comparés, d'où l'intérêt de travailler à l'échelle internationale sur des organisations qui travaillent, des organisations criminelles qui travaillent elles aussi à l'échelle internationale. Et le mélange, la confrontation, la valorisation de toutes ces données va nous permettre petit à petit de dessiner une organisation, d'identifier de ses membres et ensuite de parvenir à attribuer des responsabilités à l'un d'entre eux. Sur cette deuxième vue, l'enquête est toujours en cours, mais ces documents ont été rendus publics lors des différentes opérations. Mais vous pouvez voir schématiquement le cheminement des enquêtes entre les premiers faits qui datent effectivement de début 2020 pour ce qui nous concerne, et les différentes étapes qui conduisent à la neutralisation d'une infrastructure criminelle. Donc c'est bien le cas ici avec ce rançongiciel. On parle bien d'infrastructure criminelle puisqu'il s'agit d'un ransomware as a service, c'est-à-dire que les développeurs vont recruter, et c'était le cas pour cette organisation, recrutent des experts un peu du numérique qui vont choisir leur cible en fonction de leur surface financière et de la réputation que cette organisation va pouvoir récupérer, s'attribuer à l'issue de cette attaque. Donc vous pouvez vous étonner du temps, de l'échelle temps. Effectivement, il se passe du temps entre chacune des opérations, mais les enquêtes sont très compliquées puisqu'elles demandent là aussi beaucoup de coopération avec les acteurs du numérique. Lorsqu'on fait des réquisitions à des propriétaires de serveurs, parfois localisés dans des pays exotiques, il faut que ceux-ci répondent à nos réquisitions. Sinon, pour nous, c'est comme dans un cul-de-sac. De la même manière, il faut aussi que nous puissions exploiter des traces. Et donc là, c'est tout le travail qui peut être fait en amont, permis en amont par la sensibilisation avec vos différentes structures en matière de sécurité de l'information pour expliquer l'intérêt en situation de crise d'avoir un contact avec des représentants de l'État et ensuite de leur mettre de côté un certain nombre d'éléments qui seront ensuite exploités. Ce schéma est assez symbolique de la réalité actuelle où les auteurs résident sur l'ensemble des pays du monde, quels que soient les continents. Dans le cas particulier, la première vague opérationnelle avait eu lieu en 2021 en Ukraine. Donc nous avons pu se rendre là-bas. Et juste un petit focus aussi sur les saisies de biens d'avoirs criminels, puisqu'à chaque fois, le moteur du crime étant l'argent, l'un des moteurs de notre action étant aussi de vous apporter une réparation en saisissant les biens issus de ces activités criminelles. Et en l'occurrence, en Ukraine, nous avons pu saisir plus d'1,5 million
équivalent euro, donc c'est à l'époque des cryptoactifs, et ensuite un certain nombre d'éléments de ce train de vie. Les investigations nous ont conduit les dernières en octobre 2022 au Canada, dans le cadre d'une opération multinationale avec la police canadienne, différents FBI américains, la police japonaise et la gendarmerie française, ce qui nous a permis aussi d'interpeller des membres importants de cette organisation. Et la dernière phase, l'une des dernières phases, a eu lieu le mois dernier, où nous avons dirigé une opération multinationale et en projetant un certain nombre d'enquêteurs à l'étranger, notamment en Europe, en Lettonie, en République tchèque, en Espagne. Et là, c'était un coup important qui a été donné à cette organisation, puisque l'un des développeurs de cette organisation a été, selon un subterfuge des enquêteurs, a invité un séminaire, non pas de cybermalveillance, mais en tout cas invité un séminaire en France, et donc il a pu être cueilli assez vite à son arrivée du territoire. Et donc là, le fait d'interpeller des développeurs, ça montre aussi la nécessité de démonter une infrastructure criminelle et de toucher au cerveau de cette organisation, à ceux qui produisent les chiffrements et ceux qui recrutent ensuite des acteurs qui vont poser ces infections sur les systèmes d'information. Ces réussites, effectivement, on peut s'en féliciter. Elles sont sûrement trop rares, mais par les propos et le témoignage que je viens de vous faire, vous pouvez aussi mesurer les difficultés auxquelles les enquêteurs sont confrontés dans un monde qui est un monde de la liberté, un monde du sans frontières, mais dont le respect justement de cette liberté passe par un certain nombre de respect de règles, et notamment du respect des systèmes d'information et des informations qu'elles contiennent. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que le but, effectivement, c'est d'avoir de l'argent. Cet argent est acquis dans un premier temps par le chiffrement, par l'extorsion dont un certain nombre de collectivités ou d'entreprises sont victimes. Mais le business model repose aussi sur la vente, le partage de manière illimitée de ces données. Et donc, effectivement, ces données accessibles, qui sont une sorte d'or magnifique, sont le moteur, sont le carburant d'un système financier criminel, d'un capitalisme criminel qui nourrit par derrière d'autres infractions, comme le hameçonnage ou des atteintes à d'autres systèmes de traitement automatisé de données, ou la mise en péril de boîtes mail ou des usurpations d'identité. Alors, mon discours va peut-être être anxiogène, j'en suis désolé, mais en tout cas garder cette vision positive que le crime ne paie pas, qu'à un moment donné les masques tombent et que les gens doivent répondre à la justice. Raconter par ces mots-là cette affaire me paraît important, puisqu'elle justifie aussi un certain nombre de mesures de sécurité informatique, d'hygiène informatique qu'imposent les responsables de la sécurité des systèmes d'information. Souvent, on peut dire, effectivement, ces mots de passe à changer régulièrement, c'est une tâche qui peut être complexe, qui peut être lourde. Les précautions qui entourent l'échange de données peuvent être aussi conçues comme un handicap et un ralentisseur dans une activité que l'on veut toujours plus rapide. Mais néanmoins, elles ont du sens. Elles peuvent aussi s'éclairer par ce témoignage et par la physionomie des organisations qui lorgnent sur vos données, sur la mentalité et sur la motivation de ces cybercriminels. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je retiendrai comme message ? Le premier message, c'est tout d'abord un message qui vise à mettre en avant un travail d'équipe. Le numérique, c'est avant tout un travail d'équipe, associant des utilisateurs, associant des administrateurs, associant des experts, des personnes spécialisées, mais c'est surtout à destination de gens qui sont simplement des utilisateurs. Pour assurer une meilleure cybersécurité, il convient de travailler en équipe, puisque ce dossier l'illustre bien. Sans la coopération d'un certain nombre de responsables de systèmes de sécurité d'information, de dirigeants d'entreprises, de patrons de collectivités territoriales, jamais un tel résultat n'aurait pu être obtenu. Dans ce domaine, chacun détient un bout du puzzle. L'art convient désormais d'associer toutes ces pièces de manière à avoir une vision globale du sujet, à la fois pour le responsable du système d'information, mais aussi pour nous en matière de cyber-enquête. Dans ce cadre,
toutes les opérations de sensibilisation, d'explication, de partage d'informations, de diagnostic de systèmes d'information sont essentielles. Et je dirais, ce combat, cette guerre se gagne que si le combat a été préparé, c'est-à-dire que si la structure, la collectivité territoriale, l'acteur économique est déjà connecté avec le monde de la cybersécurité et notamment avec le monde étatique, puisque c'est celui-ci qui, à terme, devra mener l'enquête. Deuxième message, c'est aussi dans cette situation qui peut paraître assez complexe, duquel on ne voit pas forcément d'issue très positive, mais c'est aussi un message d'espoir. Un tel dossier, en tout cas pour nous, et j'essaie de vous le faire partager cet après-midi, est véritablement une motivation pour un enquêteur de pouvoir prendre le contrôle d'un site dédié sur le dark web, d'un rançongiciel extrêmement reconnu et réputé à l'échelle internationale, et le rêve de tout enquêteur. Et lorsque celui-ci réalise cette splash page et la met en ligne, il pense avant tout aux centaines d'heures qu'il a passées avec des victimes, à prendre des plaintes, à essayer de comprendre comment ces entreprises, ces collectivités ont pu être victimes, à expliquer aussi aux victimes comment les choses ont pu se passer, à les rassurer aussi, à essayer aussi d'apporter des messages d'explication, des messages pour essayer de comprendre pourquoi pourquoi cette entreprise, pourquoi cette collectivité a-t-elle été victime. Ce qui se passe dans le cyber, c'est la même chose que dans le domaine physique. Lorsqu'on a été cambriolé, on se demande toujours pourquoi moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette difficulté? Voilà, donc ce que je voulais dire par là aussi, et j'en témoigne de manière tout à fait personnelle, et aussi dans mes responsabilités, que les enquêteurs des différents services d'enquête, que les magistrats qui sont impliqués dans la lutte contre la cybercriminalité, ce sont des gens qui sont déterminés, puisqu'ils mesurent aussi l'impact sur la vie quotidienne de vos organisations, mais aussi de vos utilisateurs, de vos services. Et ce qui motive aussi ces personnes-là, ces agents, c'est bien aussi d'apporter une réponse à des victimes et de passer, si possible, le moins de temps possible avec des victimes, puisque ce n'est pas forcément les moments les plus agréables. Mais en tout cas, on peut aussi partager de belles victoires avec elles à ces occasions-là. Je vous remercie de votre attention.